Il existe quelque chose que presque personne ne comprend, mais qui change tout au moment où vous le percevez. Plus vous forcez, moins ça coule. Quand vous voulez quelque chose avec anxiété, l'esprit se met sous tension. Quand vous avez peur de perdre, tout devient une menace. Quand vous vous accrochez trop à un résultat, la vie commence à peser. Et ce n'est pas parce que le monde vous bloque, c'est parce que cet état intérieur, anxieux et crispé, ferme les portes. Le désir mélangé à la peur n'ouvre pas de chemin. Il crée de la résistance. Beaucoup de gens parlent d'abondance, répètent des phrases positives, essaient de croire que tout ira bien. Mais à l'intérieur, ils continuent de se comparer, de se sentir en retard, avec cette sensation constante qu'il manque quelque chose. Et tant que cette sensation existe, rien n'arrive avec légèreté. Le désir cesse d'être une force et devient une contrainte. Cette vidéo ne parle pas d'abandonner ce que vous voulez. Elle parle d'arrêter de vouloir de cette manière. Elle parle de lâcher l'urgence, d'arrêter de courir après tout et de commencer à devenir quelqu'un de plus calme, plus solide, plus prêt à recevoir sans anxiété, sans désespoir, sans attachement. Quand vous faites cela, tout change. Vos choix deviennent plus clairs, vos relations s'améliorent, les opportunités apparaissent avec moins d'efforts, même votre énergie devient différente. Aujourd'hui, vous pouvez changer votre état intérieur et cela commence par une action simple, laissez dans les commentaires. Aujourd'hui, je choisis d'être prêt à recevoir. Cette phrase marque le moment où vous arrêtez de courir après et commencez à vous aligner à l'intérieur avec ce que la vie essaie déjà de vous remettre. Commençons. Leçon 1. Tant que le désir vient du manque, rien n'arrive jusqu'à vous. La majorité des personnes demandent à partir d'un endroit dangereux. La sensation de « je n'ai pas »,« je ne suis pas »,« je n'y arrive pas ». Quand quelqu'un répète mentalement « je veux de l'argent »,« je veux de l'amour »,« je veux le succès »,« je veux être reconnu », bien souvent, ce qui vibre derrière est « aujourd'hui, rien de tout cela n'existe ici ». Le cerveau ne comprend pas le mot « ne pas », il comprend les images et les émotions. Quand quelqu'un dit « ne pense pas à un oiseau rouge », l'image apparaît immédiatement. Il en va de même avec nos désirs chargés de manque. Plus nous essayons de nier l'absence, plus l'esprit nous fait vivre à l'intérieur d'elle. Quand la demande naît de la peur, ce qui se manifeste est davantage de peur. Quand elle naît de la rareté, ce qui se manifeste est davantage de rareté. Quand elle naît de la panique de perdre, toute l'attitude commence à saboter ce qui était déjà en train d'arriver. C'est pour cela que tant de gens attirent exactement ce qu'ils redoutent le plus. Celui qui vit obsédé par l'idée de ne pas être licencié commence à agir comme quelqu'un d'insécurisé, tendu, paralysé. Celui qui a une terreur d'être abandonné finit par étouffer les relations jusqu'à ce qu'elles implosent. Épictète disait que ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils s'en font. Le désir chargé de manque est en pratique une opinion répétée selon laquelle « la vie me doit quelque chose », et cette opinion s'infiltre dans les choix, dans l'attitude, dans la manière de parler, jusqu'à devenir réalité. Le premier basculement est simple à comprendre et difficile à pratiquer. Il ne suffit pas de désirer davantage, il faut transformer l'endroit intérieur d'où naît le désir. Car tant que le désir vient de la peur, il pousse la vie. Quand il vient de la sécurité, il attire. Et comment transformer cet endroit intérieur? Ce n'est pas en répétant des phrases toutes faites, ni en faisant semblant de ne rien manquer, c'est en construisant peu à peu un état de cohérence intérieure. Cet état naît de 3 mouvements simples mais profonds. Le premier, observer le désir sans jugement. Se demander « qu'est-ce que je veux vraiment ?» et d'où ce vouloir est-il en train de naître? Rien que cette question affaiblit déjà le manque et renforce la conscience. Deuxièmement, repositionner le focus. Au lieu de penser à ce qui manque, pensez à ce qui est en train d'être construit maintenant. L'esprit crée la réalité à partir de ce qu'il répète, pas de ce qu'il regrette. Et troisièmement, agir comme quelqu'un qui est déjà en chemin. Pas comme quelqu'un désespéré par le résultat, mais comme quelqu'un qui honore le processus. Quand le comportement change, le désir change d'état. Il cesse d'être une supplication et devient une direction. C'est ainsi que l'on commence à entrer dans cet état de clarté où l'esprit cesse de réagir automatiquement et commence à répondre avec conscience. Dans cet état, le désir ne crie plus « j'ai besoin ». Il se transforme en « je suis en train de devenir capable ».
et ce changement modifie tout. C'est pourquoi, avant de passer à la leçon suivante, laissez enregistrer un engagement envers cette nouvelle posture. Commentez « Je choisis de désirer à partir de la force, pas du manque ». Cette déclaration n'est pas seulement une phrase, c'est la première pierre dans la reconstruction de votre état intérieur. Leçon 2. Vous ne recevez pas ce que vous voulez, vous recevez ce que vous êtes capable de soutenir. Un instant, pensez à cette image. Chaque personne est un récipient, un vase. Ce vase représente la capacité de soutenir des relations, de l'argent, des responsabilités, de l'impact, du sens. Le problème n'est pas de rêver grand. Le problème est d'avoir un vase fragile demandant une charge qui le brise. C'est pour cela que tant de gens sabotent leur propre progression. Quand un amour sain apparaît, l'ancien esprit sabote. Quand une opportunité plus grande surgit, l'ancienne identité repousse. Quand l'argent commence à augmenter, de vieilles habitudes l'expulsent. Ce n'est pas une punition, c'est l'incapacité de soutenir ce que l'on disait vouloir. Les personnes véritablement abondantes, dans n'importe quel domaine, ne vivent pas seulement en demandant. Elles s'occupent de devenir des récipients plus vastes et plus solides. Elles affinent leur caractère, développent la discipline, apprennent à gérer les frustrations, affrontent des responsabilités inconfortables, supportent les refus sans s'effondrer. Sénèque rappelait que la prospérité révèle le vice autant que l'adversité révèle la vertu. Sans préparation intérieure, toute conquête devient un poids. Le focus cesse alors d'être « comment obtenir plus » et devient « comment devenir quelqu'un qui sait recevoir, prendre soin et multiplier ce qu'il demande ». Quand vous devenez capable de recevoir, la vie cesse de ressembler à un test permanent et commence à devenir un champ d'expansion. Mais cette capacité ne naît pas le jour de la conquête. Elle naît bien avant, dans les petites habitudes, dans les choix invisibles, dans la discipline émotionnelle que vous pratiquez quand personne ne regarde. C'est l'entraînement silencieux du caractère qui renforce le récipient dans lequel les futures bénédictions seront déposées. Car il ne sert à rien de demander l'abondance avec un esprit qui ne connaît que la rareté. Il ne sert à rien de demander des relations vraies si votre manière d'aimer est encore blessée. Il ne sert à rien de demander des opportunités si la peur d'échouer paralyse encore vos pas. La vie ne répond pas à la demande, elle répond à la structure qui la porte. Et être prêt n'est pas la perfection, c'est la présence. C'est être capable de se regarder et de dire « Je sais où je dois encore grandir, je sais ce que je dois encore renforcer, et malgré cela, j'avance ». Ce mélange d'humilité et de fermeté crée le récipient intérieur capable de soutenir ce que vous désirez. La conquête sans préparation devient le chaos. La conquête avec maturité devient un héritage. Plus vous développez cette structure intérieure, émotionnelle, mentale et pratique, moins vous avez peur de perdre. Car celui qui est préparé ne s'attache pas, il gère. Celui qui est mûr ne gaspille pas, il transforme. Celui qui est entier n'écrase pas ce qu'il reçoit, il le fait fleurir. Alan Watts disait « La seule manière de donner du sens au changement est de plonger dedans, de bouger avec lui et de participer à la danse. » Et c'est exactement cela, être prêt. Ce n'est pas contrôler ce qui arrive, c'est grandir avec ce qui arrive. S'élargir pour contenir la nouvelle dimension de sa propre vie. Vous devenez réellement capable de recevoir au moment où vous comprenez qu'il n'existe pas de bénédiction sans transformation. Ce que vous désirez exige une version de vous plus consciente, plus stable, plus responsable, non pour souffrir, mais pour honorer ce que vous avez toujours demandé. C'est pourquoi, avant de continuer, laissez cette vérité s'installer en vous. L'univers ne remet pas ce que vous demandez. Il remet ce que vous êtes capable de soutenir sans vous briser. Et c'est ici que la leçon devient indéniable. Recevoir n'est pas un événement, c'est un état intérieur, et vous êtes en train de construire le vôtre maintenant. Leçon 3. Le corps cherche le soulagement. L'âme cherche le sens. À l'intérieur de chaque personne, il existe une bataille silencieuse. D'un côté, le corps, l'impulsion, la recherche de confort, de dopamine rapide, la fuite de la douleur. De l'autre, l'âme, le désir de sens, de contribution, de croissance, de justice. Le corps veut une gratification immédiate. Encore un défilement du fil, encore un sucre, encore un raccourci. L'âme veut quelque chose qui dure, un travail porteur de sens, un projet qui serve d'autres personnes,
une relation vécue dans la vérité. Pendant que le corps demande des raccourcis, l'âme demande du sacrifice, pas le sacrifice d'une souffrance vide, mais le sacrifice du plaisir immédiat au nom d'un bien plus grand. Cela signifie étudier quand il serait plus facile de se distraire, rester éthique quand tricher serait plus rentable, continuer à s'entraîner quand personne n'applaudit. Viktor Frankl, qui a traversé les camps de concentration, disait que l'être humain supporte presque n'importe quel comment lorsqu'il trouve un pourquoi. Quand le sens devient clair, la fatigue ne disparaît pas, mais elle trouve une direction. La véritable loi de l'attraction ne répond pas seulement à de belles images dans l'esprit, elle répond au type d'être humain que quelqu'un est en train de devenir. Plus la vie s'organise autour du sens, moins elle a besoin de mendier des miettes de plaisir pour survivre à la journée. Le plaisir cesse d'être une anesthésie et devient une conséquence. Pensez-y ainsi. Le corps veut du soulagement, l'âme veut de l'expansion. Et chaque fois que vous choisissez l'expansion plutôt que le soulagement facile, quelque chose en vous s'aligne, grandit, s'éveille. C'est à ce moment-là que la vie commence à vous faire confiance, non pas parce que vous avez demandé, mais parce que vous êtes devenu quelqu'un capable de recevoir. La transition commence quand vous cessez de demander « Comment puis-je supporter encore une journée ?» et que vous commencez à demander « Comment puis-je devenir quelqu'un qui prend plaisir à ce qu'il est en train de construire ?» Car il existe une différence immense entre vivre en supportant et vivre en donnant du sens. Le corps survit, l'âme fleurit. Regardez en vous et demandez-vous avec honnêteté, qu'est-ce que mon âme essaie de me montrer depuis si longtemps que mon corps continue d'étouffer? Peut-être qu'aujourd'hui vous ne savez pas encore écouter, mais le silence que vous évitez est précisément l'endroit où la réponse est cachée. Leçon 4. Le problème n'a jamais été de vouloir trop, mais de se contenter de peu. De nombreuses traditions spirituelles ont été mal interprétées, et avec le temps, le désir a commencé à être vu comme quelque chose de sale, d'interdit, d'égoïste par nature. Cette déformation a créé des personnes qui tentent de tuer le désir au lieu de l'éduquer. Le problème n'est pas de désirer beaucoup, le problème est de désirer trop peu, seulement pour son propre nombril. Napoleon Hill écrivait que « toute réalisation commence par un désir ardent ». Aucune grande œuvre n'a été construite par quelqu'un de tiède, d'apathique, sans feu intérieur, mais ce feu a besoin de direction. Le désir sans sens produit des vices, des compulsions, une course vide au statut. Le désir aligné sur le sens produit du focus, de la discipline, le courage de traverser des processus longs. La bonne question n'est pas « est-ce mal de vouloir cela ?» La bonne question est « ce désir me rapproche-t-il ou m'éloigne-t-il du sens d'être utile, intègre et accompli ?» Quand le désir devient le véhicule du sens, l'énergie change. La recherche d'abondance cesse d'être une accumulation et devient une capacité à offrir davantage. La recherche de reconnaissance cesse d'être un manque et devient un impact réel. La recherche de croissance cesse d'être une fuite et devient une responsabilité. Le désir aligné est comme une flèche. Il ne gaspille pas sa force, ne se perd pas en chemin, ne se confond pas avec un faux éclat. Il sait vers où il pointe et, pour cette raison, il avance. Et voici le tournant final de cette leçon. Le désir n'est pas un ennemi spirituel, c'est un carburant moral. La question n'a jamais été désirer ou ne pas désirer, mais grandir suffisamment pour désirer des choses qui en valent la peine. Car lorsque votre désir s'aligne sur votre sens, vous ne courez plus après la vie. C'est la vie qui ouvre le chemin pour que vous passiez. Leçon 5. Les 4 mondes qui définissent votre réalité. Rien de ce qui existe n'est apparu à partir de rien. Toute réalité concrète, une entreprise, une famille, un livre, une chaîne, un effondrement ou un succès, est le fruit d'un processus de manifestation qui, bien souvent, s'est déroulé en silence. Ce chemin traverse 4 niveaux. D'abord, le désir, l'étincelle, l'intuition qui dit « cela doit naître ». Ensuite, le plan mental, la carte, les décisions, la stratégie. Troisièmement, le monde émotionnel, la croyance, le sentiment de mérite, la force intérieure pour supporter les retards, les frustrations et les chutes. Et quatrièmement, l'action physique, le travail, les tests, l'effort répété jusqu'à ce que quelque chose finisse par éclore. On se perd toujours par déséquilibre. Soit on désire sans agir, soit on agit sans réfléchir.
Soit on réfléchit sans se sentir capable, soit on ressent beaucoup, mais on n'organise jamais de plan. La manifestation consciente intègre les 4 mondes, un désir clair, un plan lucide, des émotions mûres et des actions persistantes, même sans garantie. Pour comprendre cela simplement, pensez à cette image. Construire une vie, c'est comme tirer une flèche. Le désir est la cible, le plan mental est l'arc, l'émotion est la force avec laquelle vous tirez la corde. L'action est le moment où vous lâchez. S'il manque la cible, vous tirez n'importe où. S'il manque l'arc, rien ne tient. S'il manque la force émotionnelle, la flèche tombe à vos pieds. S'il manque l'action, l'arc ne tire jamais. Et c'est pour cela que tant de personnes essaient et ne voient aucun résultat. Soit elles veulent sans structure, soit elles planifient sans âme, soit elles ressentent sans agir, soit elles agissent sans sens. Parfois la personne a la vision, mais pas le courage. Parfois elle a le courage, mais pas la direction. Parfois elle a la direction, mais pas la discipline émotionnelle. Parfois elle a la discipline, mais ne sait pas vraiment ce qu'elle veut. Quand les 4 mondes ne dialoguent pas, la vie n'avance pas. William James disait que la foi consiste à tenir pour vrai ce qui ne se voit pas encore et, précisément en agissant ainsi, à le rendre réel. La foi ici n'est pas espérer, c'est intégrer. C'est penser comme celui qui désire, ressentir comme celui qui croit, agir comme celui qui construit. Car celui qui comprend ces 4 mondes cesse de blâmer le destin et commence à ajuster le processus. Quand vous alignez vouloir, penser, ressentir et agir, le monde extérieur cesse d'être un ennemi et devient une conséquence. La personne qui travaille dans ces 4 mondes ne se demande pas si cela va arriver. Elle sait que, tôt ou tard, une forme de résultat émerge, parce que la vie répond toujours à ce qui est cohérent. Ce n'est pas de la magie, c'est de la maturité. Ce n'est pas de la chance, c'est un alignement intérieur. Leçon 6. La base de toute abondance réelle. L'abondance n'est pas seulement l'argent, c'est la stabilité émotionnelle, la clarté mentale, la force de caractère. Et pour soutenir tout cela, 3 forces doivent travailler ensemble, comme un trépied qui ne se brise jamais. La constance, faire un peu chaque jour, même sans applaudissements, même sans résultat immédiat. La cohérence, aligner la pensée, la parole et l'action, vivre ce que l'on dit, soutenir ce que l'on promet. La certitude, maintenir la vision allumée, même lorsque le monde extérieur semble aller dans la direction opposée. Quand l'un de ces piliers faiblit, toute la vie devient instable. Et l'histoire d'Abraham Lincoln le montre avec une clarté brutale. Des défaites politiques successives, des faillites, des pertes familiales dévastatrices, des échecs qui auraient brisé n'importe qui, jusqu'au jour où il est devenu président. Ce qui a soutenu cette traversée n'était pas un don spécial, c'était l'addition silencieuse de ces 3 éléments. Il était constant dans ses efforts, cohérent avec ses principes, et certain de son chemin, même lorsque rien ne confirmait ses attentes. Ce n'était pas de la chance, c'était une structure intérieure. C'était quelqu'un qui est tombé à ajuster et à continuer jusqu'à ce que la réalité se courbe devant la persévérance. Le problème est que nous vivons aujourd'hui dans une société de verre. La moindre critique brise, le moindre non paralyse, le moindre obstacle devient une justification pour abandonner. Mais le stoïcisme nous rappelle que le vase doit être suffisamment solide pour supporter les chocs de la vie et aussi le poids du succès. Car beaucoup de gens croient qu'ils n'arrivent pas à gagner par manque d'opportunités, alors qu'en réalité, il manque la préparation pour soutenir ce que la victoire exige. Chaque fois qu'une personne pense quelque chose et ne le fait pas, promet et ne tient pas, dit qu'elle va changer et revient à l'ancien schéma, elle nourrit le chaos intérieur et fragilise son propre vase. C'est comme fissurer un récipient de l'intérieur. Il peut sembler intact, mais il ne supporte pas le poids de ce qui arrive. La cohérence est une forme de magie. Quand une personne dit « ça va arriver » et que, pas à pas, elle construit cela, aux yeux des autres, cela ressemble à un miracle. En réalité, c'est de la constance appliquée dans le temps, c'est de la confiance accumulée, c'est une certitude intérieure qui guide chaque petite action. Et voici le point que presque personne ne perçoit. La certitude ne naît pas d'un grand moment. Elle naît de dizaines de petits moments où vous choisissez de ne pas abandonner. La cohérence ne vient pas de la perfection. Elle vient de la décision de se réaligner chaque fois que l'on s'écarte. La constance
ne se construit pas dans des jours extraordinaires. Elle se construit dans la répétition humble de l'ordinaire. Ensemble, ces trois forces transforment n'importe qui en quelqu'un capable de soutenir une abondance réelle. Car lorsque vous devenez cohérent avec ce que vous dites, constant dans ce que vous faites et certain du chemin que vous suivez, la vie reconnaît cette fermeté et ouvre de l'espace pour que le nouveau puisse arriver. Et pour sceller ce mouvement intérieur, laissez cela enregistrer, non comme une phrase isolée, mais comme un pacte avec vous-même. Aujourd'hui, je choisis d'agir comme quelqu'un qui soutient ce qu'il désire. C'est la fondation silencieuse de toute abondance durable. Leçon 7. Celui qui ne supporte pas de grandir rejette le rêve des autres. Il existe une règle subtile que beaucoup ignorent. Les idées ne sont pas des jouets, ce sont des graines. Toute grande réalisation, un livre, une entreprise, un projet de vie, une transformation profonde, commence dans un territoire intérieur silencieux, où quelque chose de nouveau demande à naître. Quand un esprit entre en contact avec une grande idée, il ne reçoit pas seulement un éclair de lucidité, il reçoit une responsabilité. C'est comme si la vie disait « Voici une possibilité. Maintenant, prends-en soin. » Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils exposent trop tôt ce qui est encore fragile. Car raconter un rêve à n'importe qui, c'est comme planter une graine dans n'importe quel sol. Certains sols sont fertiles. D'autres sont durs, secs, pleins d'épines, et pire encore, parfois remplis de peur et de frustrations non résolues. Et quand quelqu'un qui vit petit écoute un grand rêve, la réponse vient souvent sous forme de doute, d'ironie ou de mépris. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est de l'incapacité. Celui qui ne croit pas en son propre potentiel a du mal à croire en celui des autres. Et ces paroles, lorsqu'elles atteignent un esprit encore insécurisé, agissent comme le gel sur une jeune plante. Elles ne tuent pas l'idée immédiatement, mais elles la durcissent, la rétrécissent, lui font douter de son propre droit d'exister. C'est pourquoi les grands rêves ont besoin de silence. Ils ont besoin d'être nourris avant d'être exposés, renforcés avant d'être expliqués, structurés avant d'être montrés à ceux qui ne savent même pas prendre soin de leurs propres graines. Ce n'est ni du secret ni de la paranoïa, c'est de la maturité. Une idée est une vieille connaissance de la psychologie, un schéma mental qui cherche à se manifester dans le monde physique. Mais elle ne peut traverser ce pont que si elle est soutenue par quelqu'un qui a de la clarté, de la constance et du courage. De la même manière que l'agriculteur protège la jeune pousse du vent et de la pluie jusqu'à ce qu'elle prenne racine, vous devez aussi protéger vos idées des opinions fragiles, des critiques hâtives et des projections des autres. Partagez vos rêves uniquement avec ceux qui ont les mains propres, le regard bienveillant et un esprit qui ne cherche pas à détruire ce qu'il ne comprend pas. Et souvenez-vous de cette vérité. Les idées mûrissent dans le silence et fleurissent dans l'action, pas dans l'exposition prématurée. Maintenant, un pas pratique, simple, mais puissant. D'abord, écrivez votre projet en une phrase. La clarté est un fertilisant. Ensuite, choisissez une seule personne de confiance pour valider l'idée si nécessaire. Cela atteste de la force, pas de la fragilité. Puis, exécutez immédiatement un petit pas. L'action protège la graine de l'oubli. Avant de passer à la leçon suivante, réaffirmez cette posture en vous. Commentez ici en dessous. Je protège les graines de mes idées. Leçon 8. Le chaos ne met pas fin à l'histoire. Il annonce le tournant. L'abondance, dans de nombreux enseignements, est décrite comme un flux, comme une rivière. Il y a des périodes où cette rivière déborde et des périodes où le lit semble sec. Quand le solde bancaire baisse, quand une relation se termine, quand un projet s'effondre, l'esprit a tendance à décréter « tout est perdu, rien ne marche, la vie est injuste ». C'est précisément à ce moment-là que se décide si le chaos sera un commencement ou une condamnation. Les sages stoïciens enseignaient « la personne véritablement sage voit le chaos comme quelque chose qui est déjà en train de se terminer ». Ce n'est pas de la fantaisie, c'est une posture. Si quelqu'un regarde une phase de rareté comme une sentence éternelle, le désespoir s'installe, et le désespoir conduit à des décisions confuses qui prolongent la souffrance. Si quelqu'un regarde la même phase comme un hiver, dur, froid, mais faisant partie d'un cycle, l'esprit commence à chercher ce qu'il faut apprendre, ce qu'il faut ajuster, ce qu'il faut laisser partir. Marc Aurèle écrivait
L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. Ce n'est pas une belle phrase, c'est une carte. Le problème n'est pas la chute, c'est l'histoire que l'on raconte à son sujet. La loi de l'attraction ne signifie pas obtenir toujours ce que l'on veut. Elle signifie comprendre que tout porte un sens et que le désir alors se tourne vers la transformation et non plus seulement vers l'exigence. Leçon 9. Servir est le chemin le plus court vers l'abondance. Il existe un schéma curieux. Les restaurants toujours pleins sont presque toujours ceux qui pensent à l'expérience de celui qui entre. Les entreprises durables sont celles qui résolvent des problèmes réels de personnes réelles. Les relations profondes sont celles dans lesquelles quelqu'un se donne avec authenticité, et pas seulement en attendant d'être comblé. Très tôt, beaucoup de personnes ont appris à voir l'argent comme quelque chose de sale, l'ambition comme quelque chose de honteux, la richesse comme quelque chose de suspect. Cette vision crée un paradoxe. En même temps que l'on désire avoir plus, il existe une culpabilité à désirer, et cette culpabilité sabote toute tentative de croissance. Le stoïcisme indique une autre logique. La pauvreté, avant d'être un manque de ressources, est une déconnexion avec la lumière, avec la capacité de produire, de servir, de multiplier. L'abondance n'est pas accumulée par vanité, c'est avoir assez pour soutenir son propre chemin et encore déborder. Les grands bienfaiteurs du monde ne sont pas ceux qui ont seulement gardé, ce sont ceux qui ont donné du savoir, du temps, des structures, des opportunités, des ressources. Pour donner, il faut avoir. Pour avoir avec paix, il faut que le focus ne soit pas l'ego mais la valeur authentique offerte. Quand quelqu'un crée un travail en pensant seulement combien cela va me rapporter, le résultat est fragile. Quand il crée en pensant comment cela peut améliorer la vie de celui qui reçoit, tout le champ change. Peut-être que cette idée provoque de la résistance, parce que beaucoup ont grandi en croyant que servir, c'est s'annuler, que donner, c'est perdre, que contribuer, c'est se sacrifier. Mais c'est une déformation. Servir, ce n'est pas se diminuer, c'est utiliser sa propre force de manière intelligente. C'est transformer ce que vous savez, ce que vous avez vécu et ce que vous portez en quelque chose qui améliore la vie de quelqu'un. Celui qui comprend cela ne se vide pas, il s'étend. L'abondance ne naît pas de l'accumulation, elle naît du flux. Et le flux n'existe que lorsque vous entrez dans la posture de quelqu'un qui apporte quelque chose de réel au monde, une compétence, une présence, une solution, une force, un soin. C'est pourquoi, avant d'attendre que la vie vous récompense, demandez-vous « Qu'est-ce que je peux déjà offrir aujourd'hui avec ce que j'ai maintenant ?» Cette question change l'énergie, change la posture, change la destinée. Car lorsque vous servez avec conscience, vous cessez d'être un demandeur et vous devenez une source. Et tout ce qui est source ne se tarit jamais, cela grandit. Vous cessez de vous relier au monde comme consommateur et vous commencez à vous relier comme créateur. Les créateurs ne vivent pas dans la rareté. Les créateurs n'attendent pas que des portes s'ouvrent, ils construisent des chemins. Et tout ce qui est construit à partir d'une valeur authentique trouve inévitablement un retour. Tout ce que vous nourrissez grandit. Tout ce que vous offrez revient sous une autre forme. Tout ce que vous répandez revient, tôt ou tard, sous forme de direction, d'opportunité ou de force. C'est pourquoi, terminez cette leçon en assumant une nouvelle posture intérieure, non pas celle de celui qui attend, mais celle de celui qui contribue. Écrivez dans les commentaires « Aujourd'hui, je choisis de servir avec ce que j'ai déjà ». Cette phrase ne marque pas seulement la fin du sujet. Elle marque le début d'un nouveau mouvement en vous. Le mouvement de celui qui a compris que la véritable abondance commence à l'instant où il devient utile au monde. Leçon 10. Quand vous cessez d'avoir besoin, la vie commence à se rapprocher. La loi de l'attraction ne fonctionne pas comme un catalogue de commandes, mais comme le reflet de ce que vous ressentez à l'intérieur. Dans le monde physique, les opposés s'attirent. En nous, les semblables appellent les semblables. Quand quelqu'un vit prisonnier de la sensation de manque, il finit par attirer des situations qui confirment cette rareté. Et celui qui répète mentalement « personne ne me comprend »,« rien ne fonctionne pour moi », les choses ne s'améliorent jamais, commence à ne voir que des preuves de cela, même lorsque la vie offre des chemins différents. Mais quelque chose change lorsque la personne cesse de désirer à partir du manque et commence à agir à partir de ce qui est déjà possible aujourd'hui. Quelque chose change d'axe,
L'amour cesse d'être supplié et commence à grandir dans des relations réciproques. L'argent cesse d'être une course désespérée et devient le résultat de projets bien réalisés. La reconnaissance cesse d'être un besoin et devient une conséquence naturelle. Viktor Frankl disait que le succès et le bonheur n'arrivent pas à ceux qui courent après eux, mais à ceux qui vivent avec du sens. Avec l'abondance, c'est pareil. Plus vous essayez d'attirer, moins vous attirez. Plus vous travaillez à devenir quelqu'un de cohérent, présent et précieux, plus la vie s'organise autour de vous. Imaginez une fenêtre la nuit. Si à l'intérieur de la maison toutes les lumières sont allumées, la vitre ne renvoie que son propre reflet. Quand la lumière intérieure s'adoucit, tout ce qui est dehors se révèle avec netteté. Lâcher l'urgence, c'est cela. Diminuer le bruit intérieur et permettre au monde de réapparaître. Tant que vous êtes concentré uniquement sur « j'ai besoin », vous ne voyez ni les opportunités, ni les personnes, ni les chemins. Quand vous lâchez, vous voyez ce qui a toujours été là. Chaque personne qui apprend cela dans la pratique comprend que l'abondance n'est pas un coup de chance, c'est une posture quotidienne. C'est le courage de cesser d'exiger que la vie change et de commencer à changer la manière dont on se positionne face à elle. Et la vérité est simple. Lâcher l'urgence ne vous éloigne pas de ce que vous voulez. Cela vous place dans l'état où vous pouvez enfin le recevoir. L'urgence contracte, ferme, déforme. Le calme aligne, élargit, éclaire. L'urgence vous place dans un angle mort, vous fait courir sans voir le sol. Le calme vous rend la vision. L'urgence vous fait poursuivre. Le calme vous permet de choisir. Ce qui est vraiment à vous n'a pas besoin d'être saisi par la force. Cela a besoin que vous soyez disponible, attentif et entier pour accueillir quand cela arrive. C'est pourquoi enregistrez ce basculement en vous. Écrivez dans les commentaires « Je lâche l'urgence et je choisis la cohérence ». Pas parce que c'est une belle phrase, mais parce qu'elle marque le moment où vous cessez d'essayer de forcer le chemin et décidez de marcher avec lui. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si cette vidéo t'a aidé à voir les choses sous un autre angle, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Ici, nous continuons ensemble à réfléchir, à grandir et à construire la force intérieure.